Tila. Dernier sujet dont nous parlons ce soir, c'est le Togo. On va évoquer cette nouvelle mission du Fonds monétaire international à Lomé. Une équipe du FMI est attendue à Lomé du 28 août au 10 septembre prochain. La délégation aura à sa tête Ivoissina Fizara Razafimaef, qui conduira durant 2 semaines l'évaluation de la mise en œuvre des réformes convenues avec les autorités togolaises. Un examen de l'économie togolaise qui servira à la 5e revue du programme triennal de 224,8 millions de dollars appuyé par la facilité élargie de crédit FEC. Après le 4e rapport revu qui se sont soldés chacun par un décaissement, le FMI pourrait à nouveau sortir le chéquier à la suite de cette nouvelle évaluation sous condition des résultats satisfaisants dans la mise en œuvre des réformes. Et voilà un sujet qui vous intéresse, Marc Abouflan, au niveau des faits et chiffres. De manière générale, les missions d'évaluation du FMI, ça sert à quoi? C'est vrai, on parle d'évaluation, mais dans le fond. Alors, pour expliquer en béaba, c'est qu'à un moment donné, notre économie, l'économie togolaise, a eu un grand déficit, c'est-à-dire la dette du Togo par rapport à notre PIB était trop élevé. Donc, on avait 80% en 2017. Voilà, on avait besoin pour combler ce déficit-là de l'argent liquide. Parce que plus ce déficit est grand, plus on a du mal à emprunter chez les bailleurs de fonds. Et donc, on a du mal à financer en liquidité notre économie. Et donc, plus qu'aucune banque. Vous savez, le Togo d'abord a emprunté chez le FMI, la Banque mondiale. À un moment donné, on est allé chez les banques commerciales, les banques d'importation et d'export. Aujourd'hui, puisque ce déficit est grand, les banques commerciales ne veulent plus nous emprunter sous réserve d'avoir que le Togo ait la caution du FMI ou de la Banque mondiale. Le Togo a donc fait appel au FMI qui a exigé avant cette caution-là, avant de décaisser quelque chose pour soutenir le Togo, qu'on mette en place ce qu'ils ont appelé le FEC, le programme élargi de facilité de crédit. Ce programme, en réalité, permet au Togo de faire un certain nombre de réformes pour s'assurer qu'il y a une bonne gouvernance des finances publiques et des fonds publics. Et donc, une fois que ces réformes-là qui sont préconisées sont mises en œuvre, le pays bénéficie à chaque évaluation d'un décaissement qui permet à l'économie de souffler un peu. Donc, nous avions signé un programme triennal, je pense, fin 2018. Et non, fin 2017, on a eu une évaluation l'année dernière qui nous a permis d'avoir une enveloppe financière. Et donc, cette nouvelle évaluation, si les experts du FMI conduits par la Malgache se disent satisfaits par les différentes réformes qu'on a opérées, les réformes économiques qu'on a opérées, je pense qu'on aura un nouveau décaissement. Et d'ores et déjà, on peut prédire le résultat qu'aura cette mission parce que récemment, le secrétariat d'État aux réformes économiques a fait un point où ils ont expliqué qu'on avait un pourcentage de 122% sur les réformes attendues. Donc, c'est dire que, sauf surprise, on devrait assister à un nouveau décaissement, un décaissement qui devrait nous permettre de souffler un peu. Je crois qu'il faut aller directement. En français facile, ça veut dire le FMI impose des pilules amères, c'est-à-dire en termes de réforme, vous les respectez, vous avez l'argent. Voilà. Et le FMI se porte caution ou garant. Bien sûr, des nouveaux prêts que vous voulez faire chez les emprunteurs. Marc, je crois qu'il évite un tout petit peu de le dire. Ce qui est sûr, puisque nous tous, nous connaissons déjà le traditionnel communiqué qui est publié à la fin de ces missions-là. Et cette dame, je crois que ça doit être la 2e ou la 3e fois qu'elle est là dans le cadre du FEC. Donc, à moins d'une surprise, ce qui est sur le Togo aura le décaissement. Moi, ce n'est pas à moins d'une surprise. Non, attendez. On connaît des pays où toutes les réformes n'ont pas été faites. C'est des réformes quand même qu'on impose, des réformes difficiles des fois pour les États. C'est vrai que le Togo a mis en œuvre toutes ces réformes, même si moi je dis toujours en tant qu'analyste que on ne perçoit pas toujours ces réformes dans le quotidien. On a toujours l'impression que notre administration est corrompue, mais il faut quand même dire que nos finances ont fait ces réformes-là et c'est ce qui aboutit. Mais nous engageons
où ces réformes sont engagées. Mais vous êtes d'accord avec moi que nous avons toujours cette difficulté-là de lever les fonds sur le marché. À chaque fois quand on lance les emprunts obligataires, c'est difficilement, par rapport au quota fixé, c'est difficilement, des fois, on arrive je peux donner un chiffre très édifiant. Sur les 4 dernières émissions que le Togo a fait, je pense qu'on a dépassé le taux de 80%, ce qui est relativement bien sur le marché. On peut faire les vérifications. C'est vrai qu'on en émet trop par rapport aux autres pays, parce qu'on a véritablement des difficultés de trésorerie. Parce que le problème que nous avons dans notre pays, c'est que notre budget actuel, pratiquement la moitié est réservé au remboursement de notre dette. Parce qu'on est un pays surendetté. Voilà, la dette était à un niveau donné. Donc, ce qui fait que vous allez constater depuis au moins 2 ans maintenant, il n'y a plus de chantier de marché en tant que tel dans le pays. Donc, le FMI vient, on nous prescrit des pilules amères, comme l'a si bien dit Marc, et on essaie d'arranger les choses. Mais dans la réalité, parce que nous, c'est dans notre panier que nous regardons, nous, c'est dans notre cuisine, c'est dans notre poche, nous voulons sentir ces réformes-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, ce qu'on devrait dire... Mais qu'est-ce que Thierry veut sentir dans ces réformes? Depuis le début de l'année, on a eu une série d'augmentations de prix. Le fait aussi de sentir les réformes, ce n'est pas seulement dans la diminution de prix. Il faut regarder, on a eu le prix du carburant qui a augmenté récemment, le prix de l'électricité. Même de l'eau. Le prix de l'eau a augmenté, le prix d'un certain nombre de produits de première nécessité, le prix même du pain est en passe d'augmenter. Ça voudrait dire qu'en réalité, ce sont ces prescriptions-là que le FMI fait. Mais David, ça veut dire clairement que si vous êtes sous perfusion du FMI, ça veut dire en français facile, vous avez été un mauvais élève en termes de gestion. C'est ça? Ouais, un très mauvais élève. Et le docteur, c'est le FMI. c'est le FMI, mais le FMI ne sera pas éternellement appelé à être cheveux du Togo à chaque fois que le besoin se fera sentir. Il faut qu'à un moment... Ah non, ils ont aussi leur intérêt. Parce que ce n'est pas seulement... c'est des prêts après tout. Ce ne sont pas des dons. C'est des prêts après tout. Et il y a des intérêts là-dessus. Le Togo n'est pas le seul pays membre du FMI. Il y a d'autres pays, il y en a plein. Et à un moment, il faut que... Il y a le Ghana qui cette année a quitté la tutelle du FMI. Le gouvernement togolais comprenne la nécessité d'assainir les finances publiques. Parce qu'à partir du moment où vous n'imposez pas cet assainissement, vous passerez toute votre année à tendre la main. Il y a des dossiers brûlants de l'heure. Il faut que le gouvernement somme l'arrêt de cette bagaille qui est constatée dans la mauvaise gestion des affaires financières de ce pays. Il y a trop de détournements, il y a trop de vols. Et quand on ferme les yeux sur ces cas, c'est le FMI qui viendra nous imposer. Moi, je me demande, est-ce que le Togo a une obligation d'être membre du FMI? Est-ce que quelque chose l'oblige à être membre du FMI? Il y a des pays... Il y a quand même une contrainte, c'est que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de facilité élargie de crédit. Il y a des pour pays avoir de qui ont dit, l'argent. voilà, on en a assez du FMI. Le Ghana, dernièrement, mais ils ont dit non, c'est bon. C'est au risque et péril aussi. C'est au risque et péril. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez au Ghana, l'assainissement du secteur financier et économique de ce pays est un exemple à suivre comparativement à notre pays. On vous parle de détournement des milliards qui sont restés impunis. On vous dit tous les jours, il y a un Togolais qui vole de l'argent. Et on le sait. On vous dira, vous avez les preuves. On le connaît, mais on ne veut pas. On ne veut pas saigner. Vous avez les preuves. David le connaît aussi. Non, on le connaît tous. On les connaît tous. Ce n'est pas moi. Tout le monde le connaît. Alors, nous, on ne connaît pas. Tu pourrais nous donner les noms. Quel est le problème? Lorsque vous ne servez pas le bon exemple, comment une institution financière, est-ce que le FMI est plus puissant que le Togo? Non. Mais quand même, nous sommes un pays indépendant. Nous sommes un pays malheureusement, on compose avec ces institutions internationales. Pourquoi on est obligé de composer avec ces institutions? Parce que c'est la triste réalité. Comment pouvez-vous comprendre que c'est en Afrique
que ces missions... Pas forcément en Afrique. La Grèce récemment a eu besoin de FMI. Est-ce que le Togo est plus endetté que les États-Unis? Non. La France? Mais là, c'est une question de solvabilité aussi. Oui, mais les pourquoi États-Unis à sont leur plus PIB, solvables. oui. Oui, mais je pense, si je ne m'abuse, le pays le plus n'arrivons endetté pas? au monde, d'après ce que j'ai lu, c'est le Japon. Mais en matière de solvabilité, le Japon peut sont payer en sa mesure. dette. Voilà. Pourquoi le Japon arrive à payer sa dette? Parce que le Japon a voulu payer la dette. Vous savez, au Japon, quand vous détournez un seul petit franc si on vous arrête. des caisses de l'État, lorsqu'on vous arrête, on a vu, Ouais, on a des vu images, des ministres, on a vu des directeurs demander pardon. En Corée du Sud, la présidente avait été démise. Pas de guenilles. Voilà. C'est des exigences qui sont imposées. Mais ce que aussi. David dit est fondamental, parce que fondamental en ce sens que si on n'arrête pas les pilleurs de la République, ceux qui détournent, je crois qu'on aura même des difficultés pour faire venir des investisseurs dans le pays. Parce que si vous faites appel des yeux doux à des investisseurs, alors que ces messieurs savent que, attention, quand nous injectons de l'argent, il y a risque que ces fonds-là soient détournés et ils ne viendront pas. Donc, il faudrait que les réformes en question dont Marc parle tantôt, c'est vrai, nous avons ces réformes, noir sur blanc, mais jusqu'à présent, ça ne séduit pas les investisseurs. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. Au niveau de l'UEMOA, nous sommes bons élèves en termes de réforme. Avec le FMI, je vous dis que si vous voulez, je peux vous sortir le communiqué que cette mission-là aura à nous présenter à la fin de... Donc, sur le projet du PND, aujourd'hui, si le chef de l'État voyage d'un pays à un autre, à un moment, il va être fatigué. Il est jeune, il faut qu'il soit... C'est lui qui a lancé. Oui, c'est lui qui a lancé. Mais nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent dans ce pays pour insister dans le PND. Alors, nous avons de l'argent. David a sauté sur un point important, c'est aussi la mobilisation des ressources endogènes. C'est vrai qu'on ne met pas en place aujourd'hui assez de mécanismes pour avoir des entreprises locales qui créent véritablement de la richesse. Parce que nous continuons par emprunter, nous faisons venir des investisseurs sans pour autant mobiliser de la ressource de manière endogène, sans pour autant créer de la valeur. Et puis c'est vrai que sur la question du FMI, un certain nombre de pays ont pu sortir de cette tutelle des FMI. Il ne faut pas oublier que nous sommes très mauvais élèves depuis longtemps. Très, très mauvais élèves sur tout ce qui est gouvernance, gestion des fonds publics. Et même sur un certain nombre d'aspects, c'est vrai qu'on voit les réformes. Et moi, j'estime, comme les confrères le disent, que nous pouvons toujours améliorer la gestion au quotidien, notamment en luttant de manière véritablement efficace contre la corruption. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique ou dans le monde où ce sont les politiciens qui sont les plus riches. Ça n'a... C'est quand même exceptionnel, ça n'a aucun sens que vous ayez un pays où des politiciens... à la place des hommes d'affaires. Et nos hommes d'affaires même peinent à sortir la tête de l'eau. Vous n'êtes pas capable de citer des hommes d'affaires qui font le poids. Les quelques-uns qui sont capables véritablement de tenir une économie, mais quand vous les appelez, ils se cachent parce qu'ils ont peur aussi de ce côté politique. Et tant qu'on n'aura pas véritablement assaini ce côté-là, et en essayant de mobiliser aussi la ressource, parce que tant que nous n'aurons pas des hommes d'affaires qui vont s'affirmer, Dangote ne s'est pas fait seul. Il y a eu l'État qui l'a accompagné. De l'État. Mais aujourd'hui, combien sont... Laissez les micro-entrepreneurs qu'on nous dit aujourd'hui, qu'on promeut, mais combien sont de véritables têtes d'entrepreneurs, de véritables leads que l'État promeut, que l'État pousse. Même s'il y en a, ils sont rares. Et c'est le lieu aussi d'appeler l'État, au-delà de toutes ces réformes-là, appeler à mobiliser de la ressource endogène. On a vu au Bénin à une époque donnée, quand l'État manque de liquidité, il y a des entrepreneurs à qui on fait appel et qui renflouent les caisses de l'État le temps que l'État ne reçoit solvable. Aujourd'hui, au Togo, est-ce qu'on a ce genre d'entrepreneurs si ce ne sont pas des politiques? Et ces politiques-là encore, où est-ce qu'ils trouvent ces ressources-là? Point d'interrogation. Alors, il y a quand même une réforme importante que moi je voudrais qu'on évoque, c'est celle de la privatisation des deux banques publiques, l'Union togolaise de banques et la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie. Jusque-là, le projet n'aboutit pas, mais est-ce que c'est la meilleure de privatiser
des banques nationales. Non, je crois que vous l'avez si bien dit tantôt, on est sous tutelle du FMI et ça fait partie de l'une des recommandations du FMI. C'est à la demande du fonds que... oui, mais en même temps, on devrait aussi étudier, voir si c'est bon, on le fait, si c'est pas bon. Non, il faut dire que l'une de ces banques est en difficulté. Les deux. Bon, on présente l'UTB beaucoup plus en forme que la BTCI. Je crois même c'est dangereux pour notre pays où on privatise les banques parce que quand les banques sont détenues par des étrangers, je crois que ce n'est pas un bon signe pour nous. Je ne suis pas spécialiste de la question, je peux me tromper, mais vous rendez compte que dans notre pays, il y a plus de banques étrangères. Il n'y a que des banques étrangères. Le Maroc est tellement présent. Il n'y a que des banques étrangères. Quelle est la banque togolaise? Ecobank même n'est pas une banque togolaise. Ecobank, combien sont les Togolais c'est un groupe panafricain, mais quand on prend l'actionnariat, c'est vrai peut-être que c'est un Togolais qui l'a créé, mais quand on prend l'actionnariat d'Ecobank, combien le Togo ou les Togolais détiennent dedans? Même pas 10%. Donc, ce n'est pas une banque togolaise. Nous n'avons sur place que des banques. Et puis, pour rentrer dans le même sens, vous savez, nous voulons bâtir aujourd'hui le PND sur l'agro-business. Mais comment on peut faire de l'agro-business sans avoir une banque pour les agriculteurs? Voilà. On avait à l'époque, je ne sais pas, la SNI qui faisait... Avant la SNI, il y avait la CNC, à la Caisse nationale du crédit agricole. Voilà. Il y avait ces banques-là qui faisaient du crédit aux agriculteurs. Aujourd'hui, si les agriculteurs... Aujourd'hui, on vous parlera du MIFA. Il faut qu'il aille, non? Au-delà du MIFA. Si des agriculteurs veulent faire du crédit, soit ils se tournent vers les microfinances ou les mécanismes... qui ne peuvent pas véritablement financer une exploitation agricole de taille. Autre question, la BTCI qu'on présente aujourd'hui comme le gouffre financier. La BTCI a été créée à l'époque pour le commerce et pour l'industrie. Mais si aujourd'hui on privatise la BTCI, qui va développer, quelle banque va développer le commerce et l'industrie? Parce que nous avons une économie qui se tourne essentiellement vers le secteur tertiaire, donc vers le commerce. Qui va développer ce commerce-là chez nous, puisque nous savons qu'à Lomé, la plupart des personnes vivent essentiellement du commerce. Qui va développer notre industrie? Mais il y a un aspect par rapport au commerce, ce qui est déplorable dans notre pays, c'est que le commerce au Togo est détenu à 80% par les étrangers. Non, mais même pas à 80%, je dirais à 99%. Ce n'est pas seulement le commerce. Et c'est dangereux. Quand vous prenez les télécoms, c'est Togo seul qui est la seule entreprise. Tout le reste, ce sont les étrangers. Et quand vous prenez les banques, les assurances, tous les secteurs qui doivent générer les revenus sont tenus par les étrangers. On a le port. Attendez. Et même au port, tous les services sont privatisés au port aujourd'hui au profit de groupes étrangers. On a le GUS, le guichet unique du commerce extérieur, on a Antazer et tout ce qui entoure le port. Ce sont des étrangers. Aujourd'hui, nous n'avons rien de véritablement togolais qui rapportent de l'argent, qui aident à mobiliser des ressources endogènes. Mais la question de privatiser ou pas ces banques, parce que c'était la question à la base, est-ce qu'il faut ou non privatiser? Si l'État prend le risque aujourd'hui de ne pas privatiser, il y a un gouffre derrière ces banques qu'il faut combler. Est-ce que l'État a les moyens de combler ce gouffre-là? Puisque l'État n'a pas les moyens, l'État va demander aux partenaires. Mais si les partenaires ne veulent justement pas combler ce gouffre-là à la place de l'État, mais est-ce qu'on aura un État courageux qui prenne sur lui de reprendre ces banques, mais surtout de les orienter dans des domaines porteurs pour la population? C'est ça aussi la véritable. Oui, Samuel, il y a des points touchés par des concrets sur lesquels je voulais revenir. David parlait tantôt que nous avons, disait tantôt que nous avons le port. C'est vrai, heureusement, nous avons la logistique. Mais la question que nous devrons nous poser, pourquoi ça n'attire pas? Pourquoi les investissements, nous peinons à les avoir? Pourquoi les grands groupes ne s'intéressent pas à notre pays? Et aujourd'hui, on nous parle, avec le PND, de la création de 500 000 emplois. Jusqu'à aujourd'hui, bientôt, nous allons boucler 2 ans pour le PND. On n'est pas en mesure de nous dire sur les 4 622 milliards combien a été mobilisé et tout. Mais dans ce même pays, il a suffi d'un seul séjour à l'ancien Premier ministre Gilbert Fossum Hungbo à
pari de mobiliser plus de 600 et quelques milliards pour notre pays. Et la suite, on l'a vu, c'est ça qui nous a permis d'avoir les quelques routes et les quelques trucs que nous avons dans notre pays. Autre chose dont a parlé Marc, c'est que l'État n'est pas en mesure de soutenir les nationaux. Il a fait cas de Dangote au Nigeria. À un moment donné, l'État a soutenu ce monsieur et aujourd'hui, là où il est, nous tous, nous le savons et c'est une fierté pour le Nigeria. Dans notre pays, il y avait une entreprise de BTP. Je veux parler de Seco BTP. Et cette entreprise-là, à un moment donné, avait des difficultés. Ailleurs, sous d'autres cieux, l'État devrait venir en appui, injecter de l'argent frais pour soutenir cette société-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on ne comprend pas. Ce n'est pas dans tous les cas d'espèce. Le cas de Seco est un cas... Non, quand même. Vous vous rendez compte du nombre le nombre de Togolais que l'entreprise a employé. Mais si derrière la gestion n'est pas saine, Seco, on a vu ce que cette entreprise... Non, mais ailleurs, on l'aide à se redresser. Dans ce cas, c'est à l'État de jouer au FMI. Oui, voilà, ailleurs, ça se fait. Oui, mais si la gestion n'a pas été saine au sein de l'entreprise, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas parce que Seco appartient à un national ou c'est une entreprise nationale que, parce qu'elle, à un moment, cette entreprise a besoin d'argent et puis, bon, voilà, on ne lui donne pas de l'argent. Si la gestion n'a pas été saine, on l'aide pour assainir la gestion. C'est ce que le FMI nous fait aujourd'hui. Lorsqu'on parle de privatisation d'une banque, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion. Mais allez faire les audits que le gouvernement déclenche ou appelle à faire des audits. Non, ces audits-là ont déjà été faits. Qu'est-ce que ça a donné? On a connu d'ailleurs les audits, suite aux audits qu'on veut aller à la privatisation. On connaît les résultats. Si les résultats sont sortis, ça veut dire que c'est quelqu'un qui portera la responsabilité. Les noms, on les connaît. À l'UTB, on sait ce qui s'est passé. À la BTCI, on sait ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que l'État a fait? Je ne sais que ce que les audits disent. Justement, je dis la même chose. C'est peut-être ce que les audits disent qui se sont passés. Et donc, quand on va aller à la privatisation, aujourd'hui, Marc le disait, le Togo a quelle banque nationale? Est-ce qu'il y a une banque nationale? La BTD. Bon, peut-être. BTD est devenu Orabank. A été vendu. Donc, quand vous aujourd'hui, c'est l'une des meilleures banques de la sous-région. Quand vous traversez toute la sphère bancaire aujourd'hui au Togo, vous verrez que c'est des banques qui appartiennent à des meilleures banques au Togo, peut-être. Mais ailleurs, quand vous allez au Ghana, vous allez voir comment l'État ghanéen a soutenu les initiatives des nationaux pour justement stabiliser le secteur bancaire national. Quand vous allez dans d'autres pays, je ne vais pas aller en France lorsqu'on parle de Banque nationale de Paris, lorsqu'on vous parle de Crédit Agricole. Vous prenez l'AGET, Association des grandes entreprises du Togo. Aucune entreprise n'est togolaise ou n'est détenue à majorité par les Togolais. C'est ça le problème. Il y a un véritable problème auquel il faut faire face, c'est d'imposer, c'est d'être rigoureux, c'est de dire stop, ça va. Les vols, les détournements, l'impunité financière, etc. C'est bon. On parle des milliards qui ont été emportés par des gens comme ça. Parce qu'ils ont décidé de prendre cet argent et de partir. Les 600 millions de la fameuse Togo Invest joue son rôle. Parce que c'est sur ces questions-là, à mon avis, qu'on attend une holding. Mais on ne le sent pas. Non. Le Togo Invest, c'est seulement peut-être sur le sommet. Togo UE, en tout cas, moi, j'ai senti peut-être au niveau de Tiwal. D'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Mais personne n'a les informations. Sur les banques, mais allons chercher les informations. Je dis que sur la question des banques, Togo Invest, qui a, à mon avis, les compétences sur ces questions-là, devrait réétudier la question parce qu'on ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, on aspire à développer. Moi, je ne connais aucun pays qui s'est développé avec des banques étrangères. Parce que ces capitaux-là, une fois qu'ils auront fait du bénéfice, seront rapatriés dans leur pays. Si on veut développer le Togo, mettons ne serait-ce qu'une seule banque nationale, forte, puissante, à qui on donne les moyens, chez qui l'État loge ses ressources pour nous permettre, justement avec une orthodoxie financière. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est ce que le FMI essaie de nous dire. Il faut une orthodoxie financière et pas seulement, il ne faut pas attendre que les sociétés tombent d'abord avant de leur apporter cette aide-là dans la gestion financière. Il y a des sociétés comme Seco dont on parlait, il y a des sociétés comme Togocom, à partir d'un certain nombre de salariés déjà, l'État doit pouvoir aider à la gestion. Parce qu'une fois que ces entreprises-là tombent, comme on en a vu
dans notre pays, c'est des milliers de salariés qui sont au chômage et ça a un coût social pour l'État. Et puis, sur les missions du FMI au Togo, là, on est fatigué. On est fatigué. Mais vous voulez les ressources où pour développer le pays. Quand vous regardez derrière, vous découvrirez facilement des complicités. Si le FMI était une institution rigoureuse, je pense qu'elle n'enverra pas chaque année ou chaque 2 ans des missions d'évaluation. À un moment, il faut que le FMI dise à ces mauvais élèves-là, c'est bon, stop, on n'a plus un rond pour vous. Non, mais c'est question on se rappelle parce que quand on se rappelle les années 80 avec le programme d'ajustement structurel, ce sont ces programmes-là qui ont un peu périclité nos systèmes éducatifs et sanitaires parce qu'on a demandé qu'on réduise les budgets pour ces secteurs-là. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation avec ces mesures qu'impose le FMI qui sont des mesures impopulaires. Oui, c'est pour cela d'ailleurs que ce n'est pas tout ce qu'on nous propose que nous devons accepter. Une fois que l'offre est présentée, il faudrait que des techniciens de la question puissent l'étudier pour que on puisse savoir s'il faut s'engager ou pas. C'est un peu, je prends un peu la question de l'OTR. Vous comprenez que avant de mettre en place cette structure-là, il y avait eu des travaux. Malheureusement, dans le déroulement, ceux qui ont eu à travailler sur la question s'étonnent que ce n'est pas la feuille de route tracée pour cette structure-là. Je pense que l'OTR a été redressé depuis. C'est toi qui le dis. En tout cas, moi, je ne vois pas que cela est redressé. Merci beaucoup. Merci à David Jagbavi, Marc Aboufla et Thierry Afanoupe. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous sommes encore ensemble.